bonjour. Aujourd'hui, pour cette émission, c'est un privilège. Pour moi, je dirais même un honneur, parce que, je ne vous le cacherai pas, mon invité fait partie de mes écrivaines préférées, Danielle Dussault. Alors, Danielle, bonjour. Mon Dieu, quelle gentillesse, Mario. C'est la vérité. Puis je le dis souvent et je le redis. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Je peux te dire tu? Bien sûr. On se connaît. Fait que je pense que c'est un moment donné, on va se dire tu pareil. Alors, sauf que, bon, je parlais je disais mon écrivaine préférée, puis tout ça. C'est vrai qu'on entend parler de l'écrivaine, on entend parler de Danielle Dussault, professeur. En fait, on entend parler de la vie professionnelle de Danielle. Mais je ne sais pas si c'est par discrétion ou l'effet d'un hasard, on entend rarement parler de Danielle Dussault, la personne. Le nom est connu, la famille, bon, c'est une famille artistique, on le sait. Il y a même une salle ici à Thetford qui porte votre nom. Donc, les arts ont toujours été présents, je crois. Et comme dans le roman, outre la littérature, la musique. Qu'est-ce que ça occupe dans ta vie, Danielle, la musique? Bien, Mario, le fait qu'on n'entende pas beaucoup parler de moi, je pense que c'est très bon signe. C'est ce que je te disais tantôt. C'est plutôt bon signe pour moi. Puis ta question sur la musique, c'est une belle question parce que la musique, ça fait partie de mes gènes, de mon hérédité. Je viens d'une famille, bien sûr, de musiciens. Mon père, c'est un compositeur. Ses frères et sœurs aussi ont fait beaucoup de musique. La musique, pour moi aussi, c'est un lieu où j'ai eu l'occasion de l'apprendre, notamment avec le chœur classique que dirige Jean-Clément Bergeron. Et j'ai passé des belles années à chanter avec le chœur classique et je me promets d'y revenir un jour. Pour l'instant, c'est la profession de l'enseignement qui prend pas mal tout mon temps et qui m'occupe. Mon rapport aux élèves, c'est un rapport, je dirais que les élèves dans ma vie, c'est le sel de la vie. Ils m'apprennent beaucoup de choses. On a souvent la prétention d'apprendre aux élèves, mais les élèves sont là aussi pour nous apprendre. Donc, ça te sert dans la vie de tous les jours? Ça te sert dans ton métier d'écrivaine aussi? Oui, bien sûr, parce que leur fraîcheur et aussi leur façon de voir le monde, leur façon d'être au monde aussi, parce que les étudiants d'aujourd'hui ont beaucoup changé. On n'a plus les étudiants qu'on avait autrefois. On n'a plus la même façon aussi de se rapporter au monde avec toute l'utilisation des téléphones intelligents, des tableaux blancs interactifs. Le rapport à l'enseignement a beaucoup changé. Mais au fond, ça reste la même chose quand on aime nos élèves et qu'on aime aussi la matière qu'on enseigne. J'imagine que ça contribue aussi à te mettre à jour tout le temps. Oui, et puis c'est aussi une façon de se réinventer à travers la technologie, parce que quand on a recours à la technologie, il faut vraiment remanier ses textes, les revoir, les mettre en ligne, les commenter. J'ai eu l'occasion aussi d'expérimenter les cours en ligne en mode synchrone. Ah, OK. Où les étudiants sont sur une plateforme collaborative. Vous êtes en direct, en temps réel. Et là, ils peuvent même discuter avec toi en clavardage. Tu as un tableau blanc et là, tu télécharges tes fichiers sur le tableau blanc. Et là, les étudiants interagissent avec toi. Ils peuvent écrire sur le tableau. J'ai donné un cours à 36 élèves en mode collaboratif. C'est quand même une expérience. Et la relation est là pareil? La relation finit par s'établir, mais il reste que ce ne sera jamais pareil comme être en classe devant des visages, des corps, des gens qui réagissent à ce que tu dis ou qui ne réagissent pas. C'est selon. C'est pas du tout la même dynamique. Là, on est derrière un écran et on a beaucoup, je dirais, ces jours-ci, et puis ces dernières années, on transige beaucoup avec le monde derrière un écran. Oui. Effectivement. Si tu veux, on va un petit peu encore revenir à la musique parce qu'il y a une chose que, bon, j'ai appris il n'y a pas tellement longtemps. Tu disais, bon, tu as fait partie du chœur classique, le chant, tout ça, mais toi-même, tu fais de la musique. Tu composes, puis... Oui, mais j'ai pas la même expérience que mon père. J'ai pas la même expérience que les musiciens dans la famille Dussault. Je pense à Céline Dussault, entre autres, à Michel Dussault.
En fait, je suis tombée dans l'écriture, puis je vais revenir à la musique. Oui. Quand j'étais jeune, avec mon frère Rémi, on avait pris un pari ensemble. OK. Rémi m'avait dit, qui sera le premier de nous deux à apprendre la musique? Et mon frère était pas mal doué. Il a gagné le pari avant moi. Il a appris à jouer de la trompette, à jouer du piano, à jouer de la guitare. Et puis moi, ben, j'étais encore à la guitare avec mes premiers accords. OK. Et puis là, je suis tombée dans l'écriture à ce moment-là. J'avais perdu le pari. Je me suis dit, je vais faire autre chose. J'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans. Okay. Mais cette idée, un jour, de faire de la musique, c'est resté comme un désir en moi qui était quand même assez fort. Et j'ai eu l'occasion, grâce au collège, à la formation continue, et entre autres grâce à Bertrand Nadeau, qui enseigne au cégep, de faire partie d'un convoi d'auteurs, compositeurs, interprètes. J'ai suivi un cours pendant 1 an où on apprenait tout, de A à Z, à faire des partitions, à entrer nos partitions dans un programme par ordinateur, apprendre aussi à composer des textes, à mettre ces textes-là sur de la musique, à les interpréter. Et ce fut très difficile. Oui, parce que la mécanique n'est pas la même, si je peux employer ce terme, la mécanique n'est pas la même pour un roman que pour des paroles de chansons. Oui, puis c'est que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Je partais de très, très loin. Je partais de très loin. Et fallait cultiver une certaine humilité parce que je me trompais constamment quand j'allais faire une prestation en avant. J'étais extrêmement nerveuse. Mais j'ai traversé l'épreuve et j'ai appris beaucoup. Je dois beaucoup, d'ailleurs, à celui qui a institué le programme, qui est Bertrand Nadeau, parce que j'ai appris beaucoup grâce à ce programme-là. J'ai appris à faire des accords, à comprendre la théorie des accords, la théorie des notes, que j'avais commencé à apprendre avec le chœur classique. Et c'est un monde. Et j'étais avec des gens qui étaient très, très doués. Si je te demandais, pour toi, le plus grand livre écrit à ce jour, ton préféré? J'aurais tendance à dire le dernier, La partition de Suzanne, parce que je parle essentiellement de ma passion pour la musique. Mais pour moi, un des livres les plus serrés au plan littéraire et les plus énigmatiques, c'est Salamandre, qui a été écrit en étroite collaboration avec le milieu minier auquel on appartient. Les mines souterraines que j'ai eu, moi, l'occasion de visiter un jour, à 2 reprises, c'est un lieu mythique pour un écrivain. Aller sous terre, ça sous-tend toutes sortes de choses, entre autres le fait de fouiller profondément dans mes racines, dans nos racines, d'aller au loin dans l'ombre pour aller extirper la lumière. C'est tout ça que ça va chercher dans le roman Salamandre, cette dynamique-là. Et le fait d'avoir imaginé d'une façon un peu étrange qu'il y avait un enfant qui vivait dans les souterrains miniers, ça m'a donné une dimension, ça a donné une dimension au texte littéraire assez particulière. Et j'aime ça, moi, travailler le roman en ayant recours à la technique de la nouvelle. Ça, j'ai remarqué, en tout cas pour ce qui est de la partition de Suzanne, dont on va parler peut-être plus à fond tantôt. J'avais remarqué ça, c'était une des questions que je voulais justement te poser. Même dans le roman, on sent, parce que tu as fait beaucoup de nouvelles, et on sent cette comme... Est-ce qu'on pourrait dire que tu as une affection particulière pour le genre? J'adore la nouvelle littéraire. J'adore la nouvelle littéraire. C'est un genre, d'abord, où on a le temps de déployer un petit univers en peu de temps, avec peu de personnages, de développer un côté mystérieux dans le cadre de ce genre littéraire-là. Et je trouve que pour construire un roman, d'utiliser le genre littéraire de la nouvelle, parce que dans mes romans, c'est toujours un petit peu la même façon, j'utilise 4 à 5 narrateurs
autour d'un élément clé. Et chacun de ces narrateurs-là va faire progresser l'histoire à partir de cet élément clé. Par exemple, dans la partition de Suzanne, c'est la partition qui est subtilisée sur les lieux de l'accident. Et donc, chaque narrateur va avoir un rapport va avoir un rapport avec cette partition et il va faire avancer l'histoire, progresser l'histoire en racontant son point de vue. Et j'essaie toujours de terminer la narration d'un chapitre avec une chute. Il y a un point de chute à chaque fois. De nouvelles. Oui. Puis ça, bon, on sait que c'est la mécanique même de la nouvelle. C'est, bon, le... Par contre, je dirais snobé au Québec. Moi, je pense qu'en tout cas, je ne sais pas, peut-être que je fais fausse route, mais j'ai l'impression qu'on ne la considère pas à sa juste valeur. Bien, moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours avec Bertrand Bergeron, qui était vraiment un excellent nouvelliste, et qui nous a appris, qui a appris à ses élèves à aimer ce genre-là. Et on l'a découvert. Moi, j'ai découvert la nouvelle avec Bertrand Bergeron, qui lui-même publie de la nouvelle. Et c'est un exercice, je pense, un exercice littéraire qui permet de raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, et avec un aboutissement. Tandis qu'un roman, il faut vraiment avoir dans le temps beaucoup d'abord de maîtrise et aussi beaucoup de temps. La nouvelle littéraire, on peut écrire ça sur un cours de 2 semaines, 3 semaines, peaufiner son texte et après ça, arriver avec un produit fini. Je pense, je fais un parallèle avec Twitter, où les gens vont écrire une histoire en 144 caractères. Et là, avec Zone d'écriture de Radio-Canada, on peut participer à ces concours-là où on raconte une histoire en très, très peu de caractères. Et là, ça demande une espèce de maîtrise. Parce que raconter quelque chose en 144 caractères, c'est condensé. Mais on fonctionne maintenant dans le monde actuel avec la formule du condensé. Même avant Twitter, c'est le New York Times, si je ne me trompe pas, qui avait lancé un concours à ses lecteurs qui s'appelait My Life in 6 Words, ma vie en 6 mots. Il s'agissait de ne pas dépasser, d'avoir 6 mots et de raconter une vie entière. Il s'attendait à recevoir peut-être quelques centaines de textes, dont plusieurs qui auraient été mis de côté. Et finalement, ça a été par milliers. Ils ont publié, ils en ont même fait un livre. Ils ont publié, les gens se sont garrochés, encore si vous permettez l'expression, pour raconter leur vie en 6 mots. C'est très intéressant. Moi, j'avais entendu parler du concours de nouvelles de 4 lignes. En 6 mots, il faut le faire. Et je pense que ce genre de choses-là marcherait très, très bien avec la génération d'aujourd'hui parce qu'on marche beaucoup en condensé. Je pense à Facebook aussi où on met des publications très courtes sur nos murs, où on annonce on fait des petites annonces. En général, les gens vont lire les formules courtes. Et là, ça change encore là les habitudes de lecture. Et quand j'ai écrit le roman aussi, La partition de Suzanne, j'ai pensé aussi un peu en fonction de ça. Faire des petits chapitres, pas tellement longs, sous forme de nouvelles, de manière à enchaîner de façon condensée, mais en même temps, il y a une histoire qui progresse à travers les... Là, on voit l'enseignante aussi qui prend le dessus, parce qu'effectivement, ça pourrait peut-être être une façon d'amener ou de permettre aux jeunes de s'exprimer par la littérature, d'utiliser ce dans quoi ils sont bien. Nous, en ce moment, en littérature, avec le programme de la littérature au Québec en ce moment, on fonctionne beaucoup avec la dissertation explicative, la dissertation critique, l'analyse littéraire. Malheureusement, et je le dis avec beaucoup de certitude, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de place à la création en ce moment au Québec pour la création littéraire dans les cours. Je trouve que c'est un manque. C'est dommage. En même temps, c'est très bien parce que les élèves apprennent à structurer leur pensée à travers un écrit. Et évidemment, c'est une pensée qui se structure par rapport à des œuvres littéraires qu'ils vont lire et mettre en dissertation en mots.
Mais je trouve que l'espace création, c'est une valeur, une valeur qui se perd. Ouais. Parce que créer, c'est s'inventer, c'est se replacer au monde. Il y a une vie dans la création. Parce qu'on touche, moi je dirais qu'on touche à ce qui est arbitraire. Et pour moi, l'arbitraire, c'est ce qui est divin. Si on pense, bon, vous amenez le mot divin, justement, on part en fait du néant pour arriver à un résultat global. On crée des personnes, on met au monde des gens de la même façon que, que la théorie biblique qui disait qu'il a créé l'homme comme ça. C'est ce que fait l'écrivain, en fait. Oui. Et puis, dans votre livre, la religion est là aussi. On parlait de musique, on parlait... mais il y a aussi une part de religieux. Bon, le minuit chrétien, entre autres, qui est un autre des fils conducteurs. J'ai appris d'ailleurs qu'il fallait mettre une virgule entre les deux, je ne le savais pas. Je l'ai appris moi-même quand je me suis fait corriger par l'éditeur, que ça prenait une virgule après minuit chrétien. Minuit chrétien. Est-ce que la religion est importante dans votre vie? Bien sûr que la religion est importante, et la religion est très importante au Québec. Quoi qu'on en dise, c'est un patrimoine qu'on a essayé d'évacuer et qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Un patrimoine, et aussi, je dirais que c'est une boîte de Pandore. C'est-à-dire que dans une boîte de Pandore, on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver quand on ouvre la boîte à l'intérieur. Et la religion, ça vient toucher des fibres émotives très profondes. Qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives ou joyeuses, quand on parle du minuit chrétien, instantanément, il y a une émotion qui surgit. Qu'une émotion soit triste ou bonne, peu importe, quand on pense aux veillées de Noël, on plonge dans quelque chose qui très rapidement peut devenir une catharsis. Moi, je me souviens d'avoir fait je le racontais à Jean-Clément Bergeron dernièrement. Je disais, je me souviens d'un minuit chrétien qu'on avait interprété avec le chœur classique. Il y avait l'harmonie de la polyvalente qui était venue avec nous. Ils avaient joué avec nous. Et puis là, à un moment donné, c'était vraiment très émotif dans la salle. Les gens chantaient. C'est une vraie catharsis. Et c'est vraiment à partir de ce souvenir que j'ai voulu écrire, en fait, que le livre est né. Et ça n'a rien à voir avec cet événement-là, de cette fois-là, mais ce que cela a soulevé à ce moment-là, ça m'a donné des idées. Et c'est ma fameuse boîte de Pandore qu'on ouvre, et là, on va aller chercher des choses. Et c'est avec cette matière-là qu'on écrit. Et vos personnages l'ont ouvert, la boîte de Pandore. J'ai remarqué, ce qui m'a frappé aussi, c'est que vos personnages n'ont pas beaucoup d'espoir. Vos personnages m'ont semblé tristes, sauf une, Suzanne, mais morte. À part Suzanne, qui, elle, à travers la mort, est joyeuse, veut semer l'amour, on le voit vers la fin, je dévoilerai rien, mais on le voit vers la fin. Pourquoi est arrivé telle chose, telle chose, tous des gestes d'amour. Comment ça se fait que le seul personnage qu'on peut dire heureux soit celle qui est morte? C'est intéressant comme question. Pour moi, la mort, ce n'est pas quelque chose de triste. C'est une libération. Et donc, ce personnage-là est dans un espace de libération, elle est morte. Ça, c'est une chose. Les autres sont incarnés. On est incarné, on est dans une vie. Forcément, il y a des moments de bonheur, mais aussi on souffre. Je me suis souvent fait dire que dans mes romans, il y avait des choses tristes, il y avait beaucoup de tristesse, il y avait de la tristesse en moi. Moi, ce n'est pas quelque chose maintenant avec laquelle je suis inconfortable. Il y a effectivement beaucoup de tristesse en moi que j'accueille profondément parce que cette tristesse-là me parle. Elle a des choses à me dire. Avant, j'avais peut-être tendance à vouloir l'occulter, l'élucider, pas l'élucider, mais l'éluder.
Là, je me dis, il y a quelque chose là, je suis en accord avec elle, j'écoute ce qu'elle a à me dire. Et la tristesse n'est pas forcément... Moi, je pense aussi que ça nous vient de nos générations antérieures. On porte quelque chose, on porte tous quelque chose. Et dans la mesure où on est en paix avec ce qu'on porte, on traverse. On traverse bien. Et l'écriture, pour moi, c'est une façon de traverser cette tristesse que j'ai et qui n'est pas nécessairement triste, étonnamment. C'est une tristesse, au contraire. Moi, je pense que la tristesse, c'est un sentiment de l'âme et que l'âme cherche à exprimer quelque chose quand on se sent triste. Et donc, quand on apprend à vivre avec ça, on apprend à vieillir. Parce qu'un des thèmes que j'aborde dans le roman, c'est celui-là aussi. Cette petite fille de 12 ans qui refuse de vieillir. Carrément. Qui refuse finalement de se retrouver dans un rôle féminin tel qu'on les connaît. Par exemple, j'utilise le rapport à l'opéra, les femmes, le caractère féminin qu'on a développé dans l'opéra. Elle ne veut pas jouer ce genre de rôle-là. Donc, elle dit non, moi, je ne vais pas vivre. Et ce que j'aborde comme thème en filigrane, c'est la peur que les gens ont de vieillir. Et on n'apprend pas dans notre société à bien vieillir. On ne nous apprend pas à vieillir. On nous apprend à rester jeune. Rester jeune à tout prix. Alors que c'est impossible. On ne reste pas jeune à tout prix. Mais est-ce que c'est possible de bien vieillir? C'est possible de bien vieillir. Et c'est un peu cette thématique-là, moi, que j'ai voulu aborder dans le roman. Le fait que on devrait vivre dans une société où on apprend justement à accepter l'impermanence, la perte de la jeunesse, la perte de nos cheveux, la perte de nos attributs. Et c'est par le refus du personnage féminin de Suzanne que je mets ça, je dirais, en perspective. Justement, dans mes notes à propos de Suzanne, j'avais écrit « Enfin libre », avec un point d'interrogation. C'est un petit peu ce que je voulais voir et je comprends. Aussi, bon, une autre chose que j'ai remarqué, et ça, c'est pas à propos des personnages, c'est l'écrivaine. Encore ce choix des mots. Vous parliez tantôt que la nouvelle vous permet de retravailler. Mais si je me disais, il n'y a pas un mot, on dirait qu'il n'y a pas un mot qui est là, placé par hasard. Bien, je réfléchis beaucoup et je retravaille beaucoup mes textes. Le premier jet fait à l'ordinateur donne l'impression d'un texte qui est fini. Et c'est une fausseté monumentale. Le texte n'est pas fini. Souvent, je pense qu'il faut écrire à la main d'abord le texte, ce que je ne fais pas toujours parce que je suis une adepte inconditionnelle de l'ordi. Des nouvelles technologies, j'en mange, j'aime ça. Mais je trouve que quand on écrit manuscrit, on est réellement en contact avec le papier, avec le texte et une certaine lenteur qu'on n'a pas à l'ordinateur. Moi, j'ai suivi un cours de secrétariat, donc je tape plus vite à l'ordi que je joue du piano. Là. Ça va très vite quand j'écris. Fait que... Oui, puis ce contact physique avec, je pense qu'avec le rapport de la plume à la page, il peut faire que nos textes peuvent devenir peut-être un peu différents de le faire rapidement. Justement, bon, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Stanley Péan, lorsqu'il était chroniqueur littéraire, critique littéraire à la presse, vous avez comparé à Anne Hébert. Rien de moins. Rien de moins, en effet. Et moi, personnellement, je vais vous dire que j'abonde dans son sens et j'aurais aimé pouvoir le dire. Puis, pour peut-être le démontrer, j'aimerais ça, si vous n'avez pas d'objection, lire un petit passage que je me suis permis de choisir. Et donc, bon, c'est la fin, c'est dans la fin du roman, vers la fin. Les frémissements à peine voilés de la foule. Sentir pour un instant battre le cœur de la foule et le mien. Peut-être que là-bas, Janie Escher, visage fermé et douloureux, ressent mon amour. La proximité ombrageuse de son père lui donne cet air tendu que je lui ai toujours connu. Pianiste aux variations subtiles,
qui s'est donné sans compter dans les coups répétés des marteaux. À travers une requête qu'elle n'a jamais cessé de faire entendre, elle a pourtant essayé de me subtiliser ma musique. La recherche de l'amour, la fugacité de l'amour, ses reflets souvent changeants et contradictoires. C'est la petite Suzanne qui parle. Et parlant justement de Suzanne, il y a une autre Suzanne qui a un lien avec ce livre-là. Ah oui? Suzanne Cohu, qu'on voit ici, qui est peintre et qui, je crois, c'est une de ses œuvres qui a servi d'illustration. Je suis tellement contente Qui que vous me parlez de ça. Suzanne, c'est une amie, une très grande amie, à qui j'ai écrit d'ailleurs aujourd'hui, qui vit en France, qui habite Nancy et qui a commencé à faire des toiles il y a quelque temps. Et je suis allée la voir en mars dernier à Nancy, parce que j'étais en France, et elle m'a montré le travail qu'elle faisait. Et je me disais, un jour, je vais lui demander d'illustrer un de mes livres. Et franchement, elle était extrêmement généreuse parce qu'elle m'a envoyé plusieurs toiles par Internet. Et puis tout de suite, j'ai eu le coup de cœur pour cette toile qui est vraiment magnifique. Et je vais être contente d'ailleurs aujourd'hui ou demain de lui revenir là-dessus et de lui dire qu'on a parlé de sa toile dans cette entrevue. Je suis très contente et c'est une personne qui m'est très chère. Suzanne Cohu, oui. Et aussi, bon, votre frère y a collaboré aussi par ses photos? Oui, ah oui, c'est vrai, effectivement. Mon frère Rémi, qui fait de la photographie, qui fait des choses absolument incroyables. Il a pris des photos de la région, des mines. Rémi fait des choses exceptionnelles. Alors, lui aussi... Il y a aussi une de ses photographies, je crois, qui avait servi à illustrer un de vos ouvrages. Fragment de l'instant, qui est un recueil de poésie en prose. Je m'excuse, on m'a fait des grands signes. C'est tout le temps qu'on a. Merci encore. Alors, encore une fois, bonne lecture à vous et merci beaucoup. Merci à toi, Marion.